Ok, donc merci pour l'invitation. Comme ça a été dit, hein, Romain Roy, moi je suis professeur à l'Université de Lille, membre d'une équipe INRIA qui s'appelle Spirals. Dans le cadre de nos travaux de recherche, depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant, on s'intéresse au coût environnemental et énergétique des logiciels, en essayant de basculer d'activités qui sont liées à la mesure de cette consommation pour pouvoir quantifier l'impact à un certain nombre d'actions qu'on peut mener pour essayer d'accompagner les équipes de développement, notamment sur des phases de développement des logiciels qui sont déployés de plus en plus dans le cloud. Alors, transparence suivante. Donc l'équipe Spirals, hein, c'est une équipe qui comporte 40 membres. On est localisé sur l'île et puis on s'intéresse à tout ce qui est système réparti avec des problématiques en lien avec l'énergie, je viens de le dire, mais aussi des questions liées à la sécurité et comment on équilibre ces différentes problématiques aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez passer au transparent suivant. Donc, dans le cadre de nos activités de recherche, on est amené à collaborer avec un certain nombre d'industriels et d'organismes, hein, parmi lesquels on va retrouver l'ADEME. Et puis, côté industriel, on a différents types de partenaires, avec par exemple Davidson Consulting, hein, qui est une agence de services, Orange, opérateur de télécom, et puis OVH Cloud, pour tout ce qui est opérateur de cloud. Donc, je vais passer au transparent suivant. Donc, en termes de recherche, bien évidemment, en tant que chercheur, on est soucieux d'effectuer des recherches qui ont de l'impact, et on peut imaginer différentes formes d'impact. Et puis nous, vous pouvez passer à l'animation, voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'impact environnemental de nos travaux. Donc, en particulier, vous pouviez laisser l'animation. En particulier, dans le cadre de cette présentation et puis des travaux récents qu'on a eu l'occasion de mener, ce qui nous intéresse, c'est les environnements de type cloud qui se sont développés au cours de ces dernières années, hein. OVH est un des acteurs à l'échelle française très connu dans ce domaine et de plus en plus à l'échelle internationale. Parmi les gros autres acteurs, il y a tous ceux que vous connaissez, hein, AWS pour Amazon, Google et Microsoft avec son offre Azure. Et ce sont des environnements, des infrastructures qui se sont développées au cours des années. Alors ces environnements, ils ont, comme je l'affiche, à la fois des points forts et des faiblesses. Les points forts, c'est qu'ils vont permettre de mutualiser un certain nombre de ressources, de concentrer des ressources à certains endroits et par effet de masse critique, faire en sorte que cette mutualisation permette d'effectuer des gains, notamment des gains de consommation, en faisant en sorte de concentrer les ressources à un seul endroit, de pouvoir travailler sur, par exemple, la climatisation, pour faire en sorte de refroidir toutes ces machines de manière plus efficace que si on a plein de petits data centers qui sont répartis sur le territoire français. Et puis dans les points faibles, on va avoir des points liés aux technologies de virtualisation. Donc le cloud repose beaucoup sur ces technologies de virtualisation qui consistent à introduire du logiciel qui va émuler des environnements. Et ces techniques de virtualisation, au cours des années, on a eu tendance à les empiler. Et donc on fait des machines virtuelles dans des machines virtuelles et ainsi de suite. Donc l'idée de nos travaux, c'est de pouvoir comprendre s'il y a la place pour une optimisation logicielle. Alors, Joe Armstrong, hein, qui est le père de Erlang, il y a quelques années, avant de nous quitter, avait tweeté justement sur le fait que toute optimisation qu'on pouvait se compter en matière de consommation énergétique viendrait du matériel et pas du logiciel, dans le sens où les plus gros efforts qui étaient fournis étaient au niveau du matériel et qu'il y avait assez peu à escompter côté logiciel. Alors, il n'avait pas tout à fait tort, hein. C'est vrai que l'industrie matérielle a fait beaucoup d'efforts au cours des années pour essayer de réduire son empreinte numérique. Et des acteurs justement comme OVH, hein, sont assez connus pour toute la R&D qui sont capables de réaliser côté matériel. Sauf que au cours des années, hein, on voit que le logiciel a pris un aspect dominant, hein. Il y avait un journaliste du Wall Street Journal en 2011 qui avait titré que le logiciel était en train de manger le monde.
Donc on peut constater qu'il n'avait pas tout à fait tort, hein. En 2022, on constate que le logiciel est partout, il nous entoure dans toutes nos activités personnelles et professionnelles, et que c'est aussi ce logiciel qui sollicite le matériel. Donc on peut se poser la question justement de ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le logiciel puisse solliciter le matériel de manière intelligente et de manière responsable. Vous pouvez passer au suivant. Alors, dans nos activités de recherche, on s'est attaqué à un premier problème qui avait été remonté par les équipes de développement, qui était qu'elles avaient un manque en matière de comprendre et mesurer la consommation d'un logiciel. Alors, mesurer la consommation du matériel, on sait le faire, hein, on utilise un wattmètre qu'on branche sur la prise ou directement sur des composants électroniques, et puis on est capable de capturer l'information en matière d'énergie ou de puissance instantanée pour pouvoir essayer d'améliorer l'efficacité de ce matériel. Par contre, sur le logiciel, on ne peut pas utiliser de wattmètre. Et donc, c'est là que nous, on a initié nos travaux autour d'une solution logicielle qui s'appelle Power API, qui est une solution qui offre justement un wattmètre logiciel pour pouvoir mesurer la consommation des logiciels. Donc, c'est une solution qui est open source et le but de cette solution, c'est de pouvoir justement maîtriser toute la complexité du matériel parce que bien évidemment, au fil des années, quand les constructeurs de processeurs comme Intel ou AMD se sont intéressés à la problématique de l'énergie et de s'efforcer de réduire la consommation de leur matériel, de leurs processeurs, bah, ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes, ils ont combiné des mécanismes qui ont fait que l'architecture de ces processeurs est devenue de plus en plus complexe. Et quand on a débuté nos travaux il y a une dizaine d'années, je vous disais, autour de cette mesure de la consommation, on avait des processeurs qu'on arrivait encore à comprendre et à modéliser manuellement pour pouvoir établir un modèle de puissance. Bah, au fil des années, avec toutes les optimisations qui ont été introduites au fil des générations de processeurs, bah, la complexité a fait qu'il était de plus en plus difficile de modéliser manuellement cette consommation. Alors nous, ce qu'on a fait dans le cadre de nos travaux, ça a été de mettre en place une approche d'apprentissage automatisé pour pouvoir capturer le modèle de puissance d'une machine et pouvoir ensuite l'utiliser à l'échelle du logiciel. Et donc, ce qu'on a fait, hein, c'est qu'on a eu tout un processus qu'on a automatisé qui va collecter un certain nombre de métriques à l'échelle du processeur, hein, ce qu'on appelle des événements de performance, qui sont fournis par les processeurs. Alors, il y en a beaucoup qui sont fournis par les processeurs. Ils sont très différents entre les processeurs, donc il faut pouvoir les sélectionner, identifier ceux qui sont les plus pertinents par rapport à une consommation observée. Et puis derrière, en utilisant des techniques d'apprentissage supervisé, ben, on va apprendre un modèle avec les événements qui sont jugés comme étant les plus pertinents pour pouvoir modéliser la puissance d'un processeur. Et une fois qu'on a fait ça, bah, une fois qu'on a ce modèle, on est capable de l'utiliser pour désagréger la consommation du matériel sur l'ensemble des logiciels qui vont s'exécuter de manière concurrente sur un processeur. Et pendant ce temps-là, on continue de mesurer la précision du modèle qu'on apprend. Et si jamais on s'aperçoit que ce modèle évolue dans le temps, il diverge, eh ben, on peut le recalibrer de manière automatique pour s'assurer que les estimations qu'on produit à l'échelle d'un logiciel eh ben, sont toujours aussi précises que possible. Donc, de manière graphique sur le transparent suivant. Donc là, on voit les différentes phases hein, de sélection des features, régression et d'apprentissage en ligne. Et donc, ce que ça nous permet de faire, bah, c'est ce genre de graphique, typiquement, où tout en haut, la courbe bleue correspond en fin de compte à ce qu'on appelle la mesure de référence, hein, la donnée qui nous est donnée par le processeur en mesure de puissance consommée à l'instant T. Et donc ça, c'est une mesure qu'on est capable avec le processeur de n'avoir qu'à l'échelle du matériel, de l'électronique, donc du processeur. En orange, on va avoir le modèle qu'on est capable d'apprendre en temps réel pour pouvoir s'approcher de cette puissance consommée à l'instant T. Et donc ça, on le fait à partir des événements de performance que j'ai évoqués tout à l'heure. Et une fois qu'on a capturé ces événements de performance et qu'on a le modèle qui est appris, ben, on va être capable de désagréger cette information de consommation parmi tous les logiciels qui sont en train de s'exécuter sur la machine. Alors que les logiciels s'exécutent de manière séquentielle, les uns après les autres, ou même, comme je disais, de manière concurrente, donc en parallèle. Et donc là, on est typiquement capable de voir aussi la mesure, le coût du système d'exploitation, du noyau Linux, quand on s'exécute sous Linux. Et puis, en fonction des activités, ben, on voit bien la variabilité qu'on peut observer en termes de consommation.
Donc ça, c'est un outil typiquement qui nous est très utile, hein, qui est notre microscope de chercheurs, qui va nous permettre ensuite de mener un certain nombre d'activités. Vous pouvez passer là-dessus. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans les environnements de type cloud, on doit jouer avec beaucoup de virtualisation. Donc, la virtualisation, c'est d'empiler des couches de logiciels au-dessus du matériel. Donc, on a le matériel tout en bas, et puis au fur et à mesure, on va rajouter du logiciel dans du logiciel dans du logiciel. Et puis aujourd'hui, un fournisseur de services, hein, il se trouve tout en haut de cette tour de Pise, et il a combiné un certain nombre de frameworks déployés dans des machines virtuelles, dans des conteneurs et eux-mêmes dans des machines virtuelles qui vont déployer chez les opérateurs de cloud. Donc, on est capable de modéliser la consommation du matériel et puis après, il faut regarder ce qu'on peut faire sur les différentes couches de logiciels. Donc là, un premier exemple, c'est ce qu'on réalise justement sur une couche de conteneurs où on va essayer d'exécuter un certain nombre de tâches qu'on doit réaliser au niveau de l'opérateur de cloud. Et puis pour faire ça, en fin de compte, on va avoir différentes stratégies pour déployer nos tâches sur un ensemble de nœuds. Et donc là, on voit, on a pris un exemple un peu joué, hein, de 12 tâches à exécuter qui ont certains besoins en termes de ressources, aussi bien CPU que mémoire. Et donc, dans les deux premières stratégies, les deux premières lignes, un spread et BIMPACK, ça, ce sont les stratégies qui sont typiquement fournies avec les frameworks de conteneurs aujourd'hui, comme Kubernetes, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, on voit que sur ces stratégies de base, en fin de compte, on a besoin de 4 nœuds, 4 machines, pour pouvoir exécuter les 12 tâches le plus vite possible. Parce qu'il y a bien évidemment des objectifs de performance. Alors que si on réfléchit un petit peu à l'assemblage, on voit qu'on pourrait arriver à une version qui ne nécessite que 3 nœuds, et donc faire une économie d'un quart d'énergie. Donc là, on a développé une solution qui va justement utiliser des informations qui viennent de nos wattmètres et qui va monitorer un certain nombre d'autres métriques pour pouvoir extraire le comportement des différents conteneurs, comprendre quels sont leurs besoins de ressources, parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile à quantifier pour les acteurs, hein, pour les développeurs, et puis prendre en compte cette information dans la façon dont on place nos conteneurs sur nos nœuds pour essayer de faire en sorte qu'ils s'exécutent le plus rapidement possible, mais en utilisant un minimum de ressources. Et donc là, on voit sur les graphes en haut à droite qu'on a réussi, au travers de nos travaux, hein, donc ce qu'on appelle le Genpack, la courbe noire, à fournir un service qui est équivalent en termes de performance pour exécuter une certaine trace qui nous était fournie par Google. Et on voit qu'on est aussi bon que les stratégies qui nécessitent 4 nœuds, comme je le disais tout à l'heure. Sauf que on a pu vérifier justement de manière empirique sur un gros volume de données que notre stratégie pour fournir cette même performance, elle avait besoin de 23% de moins d'énergie pour pouvoir exécuter l'ensemble de ces tâches. Ce qui veut dire qu'on a réussi à éteindre un quart des machines du cluster pour pouvoir réaliser ce même travail avec les mêmes performances. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui montre tout l'intérêt, en fin de compte, de travailler sur l'efficience énergétique. Alors, un niveau plus haut, on peut aussi se poser la question, quand on développe du logiciel, de la technologie, du langage, qu'il est pertinent d'utiliser pour développer nos logiciels. Et donc là, il y a des collègues, alors là, ce n'est pas une étude qu'on a menée, mais c'est une étude menée par des collègues à l'international qui se sont intéressés à comparer les différents langages de programmation et puis de faire des mesures de consommation. Alors cette étude, elle est assez connue, hein, elle a été pas mal reprise dans des tickets de blog, elle a pas mal été commentée, et puis bon, elle a ses forces et ses faiblesses, hein, et on retrouve notamment le fait que certains langages compilés, plutôt anciens comme C, ont tendance à être assez efficients du point de vue énergétique, en plus d'être efficients en termes de performance, et d'autres plus populaires, comme Python par exemple, s'avèrent être beaucoup plus énergivores que des langages compilés ou même interprétés avec une JVM comme Java. Alors ça, c'est un résultat qui donne lieu à pas mal de discussions, comme je le disais, mais qui met en évidence aussi que ce qui est mesuré, hein, c'est bien évidemment l'environnement de développement, le compilateur, l'interpréteur, la machine virtuelle qui est utilisée, et son efficience elle-même à pouvoir rendre le service avec la meilleure performance possible. Vous pouvez passer l'animation, voilà. Donc, ce qui est montré aussi, hein, c'est qu'il n'y a pas un langage qui domine tous les autres et que, en fonction des usages, en fonction du type d'application qu'on développe, il y a des langages qui sont plus appropriés que d'autres et donc il faut tenir compte du contexte quand on fait ce choix-là. Il n'y a pas un choix dans l'absolu qui est meilleur que l'autre.
L'autre chose que nous, on prône, c'est que on ne peut pas non plus demander aux équipes de développement du jour au lendemain d'abandonner leur langage de confort, qui s'avérerait être par exemple Python, pour basculer tout leur développement, tout leur projet de développement en C. Ça serait pas raisonnable, ça aurait un impact non négligeable sur la motivation des équipes, ça pourrait être source de bugs, source de délais supplémentaires pour développer les projets. Et donc ça, on ne souhaite pas forcément dire demain, en fin de compte, tout le monde doit développer en C. Il y a une richesse à avoir cette diversité et puis il faut essayer de la maintenir. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est étant donné un langage choisi par les développeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et améliorer leur efficience. Donc là, un des premiers travaux qu'on a mené, ça a été de regarder sur l'environnement d'exécution du langage Python, en partant du principe que voilà, Python est le langage le plus populaire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les développeurs Python pour leur permettre d'écrire du langage, du code plus efficient. Et donc là, ce qu'on voit typiquement sur ce graphique, c'est que les environnements fournis avec le langage Python, ce qui est labellisé comme Python 2 et Python 3, là, si vous mettez l'animation, ça va se surligner, ce sont des environnements qui vont consommer, là, sur le test qu'on avait fait, de l'ordre de 700 à 800 joules. Hop, ouais. Pour l'exécution. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur Rovoy, vous m'entendez? Oui. On va manquer de temps. Comment est-ce que vous voyez la suite? Moi, vous pouvez passer les deux derniers transparences. Tout ce que je voulais dire, c'était justement, il y avait possibilité d'améliorer notablement l'efficience énergétique en jouant sur autre chose que le code source, mais notamment tous les environnements et toute cette pile que j'ai présentée juste avant. Merci beaucoup. Thomas Rovoy, quelques applaudissements pour vous alors. Alors, est-ce que certains voudraient discuter avec Romain Rovoy? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, quand on s'intéresse à ces logiciels qui gèrent le cloud, donc il y a énormément de couches qui se superposent. Là, vous travaillez sur une couche en particulier. Vous avez amélioré son efficience de 25%. C'était une des couches. Donc, est-ce que l'idée, c'est d'optimiser chaque couche, de faire le même travail avec chaque couche de cette manière-là? Alors tout à fait, le message qu'on porte, c'est que face à l'empilement de toutes ces couches, en fait, il y a un intérêt à travailler sur l'ensemble des couches. On ne peut pas partir du principe que c'est l'autre couche qui va améliorer sa situation personnelle. C'est-à-dire on ne peut pas attendre d'un cloud provider qu'à son niveau, il fasse toutes les optimisations possibles et qu'à mon niveau, je continue de faire comme j'ai l'habitude de faire sans me poser de questions. Et donc là, j'ai présenté deux couches au final, la couche de l'infrastructure avec du Kubernetes, la couche applicative là avec du code Python. Du code Python, on en retrouve dans toutes ces couches. Au final, on en retrouve partout aujourd'hui. Et donc, il y a un intérêt, si on veut maximiser l'efficience des logiciels, à travailler sur chacune de ces couches et améliorer chacune de ces couches. Sur les chances qu'effectivement les méthodes que vous proposez soient effectivement mises en œuvre? Alors, justement, ça passe par la collaboration pour nous qui est importante avec des industriels comme Orange et comme OVH. On discute beaucoup avec eux. On leur présente justement nos résultats de recherche. On évoque avec eux la possibilité d'implanter et de passer sur la mise en prod de certains de ces résultats ou de les adopter si besoin pour voir dans quelle mesure ils peuvent être adoptés. Là, on travaille beaucoup sur un indicateur qui s'appelle le HPE, typiquement, qui vise à aller un peu plus loin que l'indicateur PE utilisé par les data centers aujourd'hui, sur lequel beaucoup de data centers se positionnent, pour justement qualifier aussi toute l'efficience qu'on peut avoir dans les couches logicielles. Monsieur Rouquayrol de l'Académie des technologies a une question pour vous. J'ai une question d'abord. Bravo pour ce que vous faites. Je crois que ça répond à beaucoup des questions. Vous n'étiez pas là ce matin. J'ai fait une petite introduction, mais ça répond beaucoup à des questions que je posais, en particulier dans l'analyse de la complexité énergétique d'un système informatique. C'est la série d'abstractions qu'on superpose qui crée la difficulté de mesurer, et vous l'avez bien montré. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce point parce que est-ce que, avec vos méthodes, on pourrait... Je prends un exemple tout simple. Je vais utiliser une base de données Oracle. Je ne connais pas le code Oracle. Je ne connais pas les stratégies Oracle pour faire des entrées-sorties, etc. Donc ça va, je ne connais pas, disons, et pourtant je suis obligé de faire des accès à des bases de données, d'accord, dans mon application. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, alors vous dites, je vais faire une mesure un peu globale,
certes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, parce que il va bien falloir maîtriser cette consommation énergétique des systèmes informatiques, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'apporter avec vos techniques une espèce de signature énergétique des logiciels qui serait éventuellement rendue plus ou moins obligatoire, ou on demanderait aux éditeurs de logiciels de la publier? Tout à fait. Ça fait partie des sujets sur lesquels on planche actuellement, hein. On a tous en tête l'étiquette sur le réfrigérateur ou sur l'électroménager qu'on peut acheter en ayant cette classification de la consommation. Et donc, un des sujets récurrents, c'est de pouvoir avoir l'équivalent pour du logiciel et avoir l'information justement, quand j'utilise tel type de technologie, quel est l'impact auquel je peux m'attendre. Est-ce que je pars déjà sur une base d'efficacité ou est-ce qu'au contraire j'ai un handicap à surmonter? Donc ça, ce sont des choses, oui, qu'on regarde actuellement. De même qu'on regarde justement des notions de bilan carbone pour les logiciels, c'est-à-dire que demain, un éditeur logiciel doit pouvoir être capable d'afficher le bilan carbone du développement du logiciel en tenant compte de tous les aspects liés aussi aux phases de développement et pas uniquement l'exécution.